Donc le cours qu'on va présenter est à mon avis un des cours les plus importants que vous aurez parce que vous n'échapperez pas à votre famille, vos voisins. Tout le monde viendra vous voir, j'ai une douleur thoracique, est-ce que tu crois que c'est grave? Que vous soyez biologiste, orthopédiste, neurochirurgien ou pédiatre, vous n'y couperez pas. Donc, c'est je pense que c'est un des cours les plus importants. Bon, alors, je vais commencer par éteindre mon téléphone. Voilà. P, marche pas ce micro. En biologie interventionnelle. Et on aura peut-être l'occasion de vous voir. J'en ai vu peut-être certains d'entre vous déjà. Donc, en bref, une douleur thoracique, il y a les douleurs aiguës et les douleurs chroniques. On va surtout s'intéresser aux douleurs aiguës, d'accord? La douleur de l'urgence, parce que ça peut être une urgence vitale. Et c'est ça qui est important à retenir aujourd'hui. Un patient qui consulte pour une douleur a, jusqu'à preuve du contraire, une cause organique à sa douleur. Ça veut dire qu'il faudra éliminer les 4 causes les plus importantes. Donc je vous ai fait un petit plan, parce que je sais que vous adorez les plans. On va d'abord parler des douleurs thoraciques cardiovasculaires, parce qu'il y a aussi des douleurs thoraciques non cardiovasculaires. Dans les cardiovasculaires, les plus importantes, c'est d'abord l'angor. Et dans l'angor, on fera comme si vous étiez l'interne aux urgences. Il y a le syndrome coronarien aigu, qu'on différenciera en syndrome coronarien aigu ST+, c'est-à-dire qu'il y a un sus-décalage sur le segment ST à l'électrocardiogramme, ou ST-, c'est qu'il n'y a pas de sus-décalage. Mais dans tous les cas, ce qui sera important, c'est de savoir si la troponine est élevée, ça veut dire si le risque de morbimortalité est multiplié par 10 avec une élévation de la troponine. La deuxième cause vitale, mortelle, urgence, c'est la dissection aortique. C'est pas très compliqué, c'est le pneu qui éclate sur l'autoroute à 140 km/h. C'est à peu près pareil. L'embolie pulmonaire, c'est la troisième cause vitale. C'est très difficile de faire un diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc, comme disait le professeur Sors, même quand on y pense, ça n'est pas assez. Et la quatrième cause qui est beaucoup moins grave, mais qu'il faut diagnostiquer, c'est la péricardite aiguë, qui fait partie des douleurs thoraciques aiguës. Les douleurs thoraciques non cardiovasculaires, ben c'est simple, hein, il y a les pleuropulmonaires, avec l'épanchement pleural, la pneumopathie. Il y a ensuite le train des névralgies cervico-brachiales, les lésions pariétales, et puis toutes les irradiations d'autres douleurs, sans parler de toutes les personnes qui n'ont rien du tout. Donc, le problème des douleurs thoraciques, comme je l'ai dit, c'est un problème très fréquent. Les causes multiples, alors vous avez l'acronyme le pied, péricardite, infarctus, embolie pulmonaire, dissection aortique. Voilà, c'est facile à retenir. Donc le but, c'est de ne pas passer à côté d'urgence vitale, je le répète, parce que ça fait partie du principe de répétition, c'est un principe pédagogique. Hein. Le SCA dit ST+, qui est l'ancien infarctus du myocarde. Le SCA ST-, syndrome coronarien aigu sans sous-décalage de ST, la dissection aortique et l'embolie pulmonaire. Donc, ne pas passer à côté d'une urgence vitale, ça veut dire qu'en cas de doute, je vous considère déjà comme les internes aux urgences, en cas de doute, il faut hospitaliser. Il vaut mieux faire sortir un patient 4 à 6 heures, voire 24 heures après. Plutôt, ce micro ne marche pas. C'est ce qu'on m'avait dit. Oui, il marche mieux, tu as raison. Donc, toujours une démarche. Les caractéristiques de la douleur. Le siège. Est-ce que c'est désigné par le doigt ou par la main? C'est capital. L'intensité. Est-ce que c'est une douleur sourde ou est-ce que c'est une douleur fulgurante? L'irradiation, est-ce que ça irradie dans le cou, dans les épaules, dans les bras? Ce qui est capital, c'est le mécanisme de déclenchement, la durée. Vous pouvez faire diagnostic d'angor par la durée. Si on vous désigne une douleur tout à fait typique d'angor, mais qu'on vous dit que ça fait en fait une douleur qui dure depuis 48 heures, ça n'est pas de l'angor. Okay? L'angor, c'est quelques minutes. Et la date du début, c'est absolument capital, parce que plus le début est proche, plus c'est urgent. Plus la douleur, elle date d'il y a 3 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 an, et moins c'est urgent.
on rentre dans les douleurs chroniques. Il va falloir aussi décider les antécédents médicaux et chirurgicaux, bien sûr, du patient. Et enfin, les signes d'accompagnement et les facteurs de risque. Mais les facteurs de risque, c'est un autre cours que je vous ferai, donc on ira très vite. Donc les signes d'accompagnement, c'est simple. Il faut quand même demander au patient s'il n'a pas des troubles digestifs, nausées, vomissements, ou un syndrome grippal, ça n'a aucun rapport, altération d'état général ou myalgie, respiratoire, est-ce qu'il tousse, est-ce qu'il est essoufflé, est-ce qu'il crache du sang? Et enfin, les signes généraux, est-ce qu'il sueur, pâleur, fièvre, enfin, c'est tout à fait banal, c'est l'examen clinique. Donc les facteurs de risque, on en fera un cours à part, donc ce n'est pas la peine. Mais un patient qui a tous les facteurs de risque et qui a une douleur angineuse typique, c'est vrai que c'est plus important qu'un patient qui n'a aucun facteur de risque, même si la douleur antigineuse paraît relativement typique. Donc, avant d'aborder la douleur spécifiquement, on va juste passer par la démarche diagnostique et stratification du risque. La démarche diagnostique, c'est premièrement la clinique, l'interrogatoire est la clé. Il faut écouter le patient et puis ensuite il faut l'interroger. Il ne faut pas trop l'interroger en guidant, trop en disant est-ce que ce n'est pas une douleur qui vous serre dans la poitrine? Est-ce que par hasard ça ne vous monte pas dans la mâchoire et il n'y a pas une irradiation dans le bras gauche? Parce que le patient face au médecin aux urgences, il peut avoir une réaction, dire mais bien oui, puis en fait non, on ne l'a pas écouté, ça n'a aucun rapport et on peut passer à côté d'autre chose. La palpation et l'auscultation, c'est quand même important. Si vous appuyez sur le sternum et vous déclenchez la douleur, ce n'est pas de l'angor. L'électrocardiogramme, on va y revenir. On ne va pas faire un cours d'électrocardiogramme, mais je vous montrerai les principes élémentaires. Et enfin, les examens complémentaires. Vous avez remarqué que je mets l'électrocardiogramme avant les examens complémentaires. C'est l'échographie cardiaque qui est l'examen clé. Il faut avoir accès à une échographie cardiaque en cas de douleur thoracique. Bon, la radiothorax, n'en parlons pas. Pourquoi n'en parlons pas? Parce que c'est évident, j'aurais dû la mettre avec l'électrocardiogramme. Et la biologie, il y a le bilan standard de tout patient qui arrive aux urgences, mais la troponine, et on verra qu'elle joue un rôle important, mais parfois il ne faut pas attendre la troponine, le résultat, pour prendre une décision. Les dédimères, c'est un marqueur de l'embolie pulmonaire, et la numération, c'est mieux de savoir si votre patient il a 6 grammes d'hémoglobine ou 12. Ça change un petit peu la physiopathologie de la douleur thoracique. Enfin et quatrièmement, l'angioscanner et l'ETO, ça on verra dans la dissection aortique, c'est capital, et comme dans l'embolie pulmonaire, l'angioscanner est capital. Il faut savoir répéter l'interrogatoire, l'examen clinique, le CG troponine au cours d'une surveillance de quelques heures. C'est ce qu'on appelle les chest pain units, les unités de douleur thoracique, on en a une à Pompidou. On prend un malade, c'est pas très clair, il a l'air comme ça bien, la douleur est quand même relativement typique, on va attendre tranquillement, on va le refaire un électrocardiogramme, on lui fait un dosage biologique, il n'y a pas de panique, mais on ne va surtout pas le laisser sortir avant d'avoir ce qu'on appelle un cycle de troponine et de voir si on ne peut pas choper un électrocardiogramme percritique, c'est-à-dire pendant la douleur. Et voilà, douleur thoracique cardiovasculaire, petit 1, angor. L'angor, vous n'avez pas le droit de ne pas savoir ce que c'est. C'est une douleur rétrosternale, à type de compression. Ce n'est pas du tout un coup de poignard, ce n'est pas du tout fulgurant, c'est une douleur sourde. C'est médiothoracique, à peu près par là. Et le patient le désigne comme je vous le montre. Il dit oui, c'est avec la main, la paume de la main, c'est vague. L'irradiation est très typique. Parfois, il n'y a que l'irradiation. L'irradiation dans le cou, dans la mâchoire, dans l'épaule, le coude, le poignet. Moi, j'ai eu des patientes, c'était juste le poignet qui leur faisait mal. C'est quand même incroyable. La survenue, est-ce que ça vient à l'effort ou est-ce que ça vient au repos? Ça, c'est important. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si ça vient à l'effort, c'est que ça ressemble plus à de l'angor dit stable. Si ça vient au repos, d'emblée, c'est considéré comme un angor instable ou un syndrome coronarien aigu. Donc, stratification de la gravité. L'ancienneté, est-ce que c'est une douleur qui est de quelques heures à quelques jours, qui montre qu'on est face à quelque chose qui est récent, on est donc peut-être face à un syndrome coronarien aigu, ou est-ce que c'est une douleur ancienne, il y a plus de 2 mois? On appelle ça, on rentre dans l'angor stable, qui en termes de prise en charge n'est pas du tout le même. La durée, je vous ai déjà dit, j'insiste, la durée elle est typique. Quelqu'un qui vous décrit une douleur typique angineuse, mais qui dure 2 secondes,
en fait, il décrit des palpitations, une extrasystole, d'accord, qu'on peut tous avoir. Parfois, les extrasystoles sont très mal perçues par les patients qui souffrent vraiment, et parfois, il y en a qui font 20 000 extrasystoles par jour et qui ne s'en perçoivent absolument pas. Donc, la durée typique, c'est quelques minutes. Il faut savoir si la douleur, elle va et vient, s'il y a eu plusieurs douleurs dans la journée, ou ces douleurs surviennent au repos, facteur de gravité. Une douleur typique et qui est continue, eh ben, c'est un infarctus. D'accord ? C'est-à-dire que l'artère, elle est bouchée, et il est urgentissime de la déboucher. Donc évidemment, le terrain, quand le patient a déjà eu une maladie angineuse, bah on rentre quand même. Il a eu des stents, il a eu des pontages, c'est clair. Quand il a un terrain familial, hein, les parents ont eu des problèmes coronariens, le père est mort de mort subite à 40 ans, on ne sait pas de quoi, mais enfin en tout cas, on sait qu'il est mort de mort subite. Et enfin, les facteurs de risque cardiovasculaires. Plus un patient a de facteurs de risque cardiovasculaires, et plus le diagnostic est corroboré par ses antécédents, par ses facteurs de risque. Alors cette diapositive, il faut quand même savoir que la médecine, c'est une longue histoire qui se construit. Hein. C'est un texte de M. William Eberden, hein, qui présentait ça au Collège de médecine à Londres le 21 juillet 1768. There is a disorder of the breast marked with strong and peculiar symptoms considerable for the kind of danger belonging to it, and not extremely rare, of which I do not recollect any mention among medical authors. The seat of it and sense of strangling and anxiety which is attended make it not improperly be called angina pectoris. D'accord ? Donc ça a été décrit il y a plus de 200 ans, 240 ans. Voilà. Et ceux qui sont atteints avec are seized with their walking, and more particularly when they walk soon after eating with a painful and most disagreeable sensation in the breast, which seems as if they would faint. Voilà.